Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en cette soirée du lundi 13 juillet 2026. De nouvelles informations avec notre équipe justement dans les actualités de ce soir. Que les enquêtes ne disparaissent pas dans l'oubli comme c'est souvent le cas, indique la déclaration faite aujourd'hui par la conférence des évêques au sujet de l'insécurité dans le pays, en particulier les affaires d'enlèvement de personnes. Elle appelle l'État à prendre ses responsabilités afin que les personnes vulnérables sans appui ni soutien ne soient pas laissées seules. Reportage. La conférence des évêques de Madagascar a publié aujourd'hui une déclaration concernant les affaires d'enlèvement d'enfants et de personnes qui se multiplient dans le pays. La société malagache se dégrade, affirme-t-il, et cela nécessite une prise de responsabilité de la part de chaque citoyen. Ces responsables spirituels appellent également à porter une attention particulière aux personnes vulnérables qu'ils décrivent comme étant sans appui. Dans cette déclaration, les évêques de Madagascar appellent les autorités étatiques à prendre leurs responsabilités avec des actions concrètes et efficaces et non de simples discours. Ils appellent également les citoyens à faire preuve de discernement face aux atteintes à la vie humaine, qu'il s'agisse des criminels ou de simples accusations lancées contre certaines personnes. Selon les évêques, de tels actes ne permettront en aucun cas de sortir le pays de la pauvreté. Et justement, dans ce cadre, le centre opérationnel de commandement consacré à la lutte contre les enlèvements d'enfants et les kidnappings qui se sont multipliés ces derniers temps est basé au commissariat central de Tsaralalan. Cette structure mise en place il y a seulement une semaine réunit la police nationale, la gendarmerie ainsi que l'armée, mais aussi les forces de défense et de sécurité avec la participation du ministère de la Population. Toutes les actions visant à éradiquer ces enlèvements partent de ce centre. Le COC comprend plusieurs commissions, notamment la commission de communication, la commission chargée des interventions sur le terrain, la commission chargée de la transmission des informations, ainsi que d'autres entités. Son objectif est d'accélérer toutes les actions face aux troubles susceptibles de survenir. Partant à présent vers le sud-est du pays où un homme a été victime d'une vindicte populaire et a été brûlé vif à Maintrain après avoir été soupçonné d'avoir assassiné avec une extrême violence la tenancière d'un cache-pointe. Une somme d'environ 12 000 andarias aurait également disparu avec la victime. La famille de la défunte, soutenue par les habitants de la localité, s'est rassemblée devant le commissariat de la police de Maintrain pour exiger que le suspect leur soit remis afin qu'il soit jugé par la population. Cette mobilisation a finalement dégénéré en justice populaire hier. Reportage de Radran Malanzatouf. Une femme gérante d'un cache-pointe à Maintrain a été portée disparue le jeudi 9 juillet. Sa famille a aussitôt signalé sa disparition aux forces de l'ordre. Selon les informations en provenance de la région, son corps a été découvert le vendredi 10 juillet dans un endroit appelé Tanambao SPM, situé à une certaine distance de la ville. Le corps présentait des blessures causées par des coups de hache ainsi que des plaies par arme blanche. Ce sont des boviers qui ont découvert le corps et qui ont alerté les forces de l'ordre. Toujours selon les mêmes sources, un homme qui avait été vu en compagnie de la victime peu avant sa disparition est soupçonné d'être l'auteur du meurtre. Le vendredi soir, alors que des rumeurs circulaient à son sujet, cet homme s'est présenté de lui-même aux forces de l'ordre et a été placé en garde à vue au commissariat de Maintrain. Entre-temps, la famille de la victime a réclamé que le suspect leur soit remis. Le samedi, elle a même transporté la dépouille de la victime devant le commissariat où une veillée funèbre a été organisée. Hier, les revendications de la famille et des habitants se sont poursuivies. Selon les informations recueillies sur place, les habitants se sont massivement rendus dimanche au bureau de la FIP de Maintrain après avoir appris que le suspect y était détenu. D'après les mêmes sources, la foule aurait même exigé que la famille des forces de l'ordre leur soit livrée en échange si le suspect ne leur était pas remis. Finalement, le dimanche 12 juillet, le suspect a été lynché par la foule puis brûlé vif. Selon les dernières informations, le calme est revenu à Maintrain aujourd'hui. Et le ministère malagasy de la Justice a publié un communiqué à la suite des événements survenus à Maintrain où ce communiqué condamne les faits qui se sont produits sur place. Conformément aux lois en vigueur dans le pays, une personne ne peut être considérée comme coupable sans enquête, sans collecte complète de preuves et sans jugement rendu par la juridiction compétente. Il s'agit d'une garantie destinée à éviter toute condamnation fondée sur de simples accusations et sur des allégations non prouvées. Par conséquent, la justice
justice populaire constitue une violation de la loi et est condamné sans réserve dans le présent communiqué. Dans les actualités de ce jour également, l'homme qui s'est présenté comme conseiller auprès de la présidence de la refondation de la République a été arrêté et placé en garde à vue depuis hier pour les besoins de l'enquête. Il est soupçonné d'avoir mené le jeudi 9 juillet dernier une perquisition illégale avec violence et sans documents légaux dans la maison d'un ressortissant chinois à Amboibao. Il s'appelle Florent Razaftin, c'est lui-même qui a fait savoir sur les réseaux sociaux qu'il était à l'origine de cette opération. La valeur de l'argent et des biens emportés par les auteurs de cette perquisition est estimée à près d'1 milliard. Cette affaire, qui a suscité une vive polémique depuis le week-end dernier, a également fait citer le palais Diavlo. Reportage. Il a été filmé par les caméras de surveillance lors de son entrée et il n'a pas été difficile de l'identifier malgré le fait qu'il portait un masque. Cet homme est présenté comme le principal donneur d'ordre. Il aurait effectué une perquisition avec ses compagnons qui seraient entrés de force dans la maison de ce ressortissant chinois, Amboibao Anterouk. Après leur départ, les coffres-forts, les valises et les affaires de la maison avaient été ouverts et fouillés. Il aurait emporté 263 millions d'ariars, 800 dollars américains, 5500 RMB chinois et 10 000 bahts thaïlandais, ainsi que des bijoux, plusieurs téléphones de grande valeur, une arme à feu et des munitions. Dans cette vidéo prise en caméra cachée, ce complice cite la présidence de la République. L'homme présenté comme le chef du groupe entré de force à Amboibao aurait affirmé être proche du pouvoir et même conseillé auprès de la présidence de la République. Son image et son nom ont également circulé sur le réseau social Facebook. Quelques minutes plus tard, l'homme a publié une déclaration sur Facebook pour se défendre. La diffusion de cette vidéo a été suivie d'un communiqué de la présidence de la République indiquant qu'elle n'avait mandaté personne pour effectuer des perquisitions. Elle a également souligné que toute personne se présentant comme conseiller technique au sein de cette institution était un usurpateur. La présidence de la République a même dépêché son directeur de la communication à la caserne de la gendarmerie à Fiadanan afin de déclarer que l'homme cité n'était pas l'un des siens. Le ministère de la Justice est venu appuyer cette position à travers un communiqué rappelant les conditions fondamentales d'une perquisition. Cependant, une autre photo a également circulé sur Facebook. Cette image montre l'homme cité dans cette affaire aux côtés du président de la refondation de la République, une photo qui risque de balayer toutes les défenses avancées par les autorités. Dans les actualités sociales, le taux de réussite au BEPC dans le district d'Amboujatchim est de 61,89%. Les résultats ont été publiés hier. De nombreux candidats sont venus consulter les fiches affichées au lycée d'Ivato. Les détails avec Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. Même si les résultats du BEPC étaient déjà consultables en ligne dès la soirée d'hier, de nombreux candidats se sont rendus ce matin au lycée d'Ivat pour vérifier une nouvelle fois leur nom sur la liste. Certains étaient même accompagnés de leurs parents. Pour le district d'Amboujatchim, sur les candidats inscrits, 61,89% ont été admis. En attendant les résultats de l'entrée en classe de seconde, plusieurs élèves ont choisi d'aller partir en vacances. À l'heure où l'on réalise ce reportage, 27 Cisco ont déjà publié les résultats du BEPC. Et à une semaine des épreuves du baccalauréat, les candidats entament leur dernière révision et s'efforcent de maîtriser leur stress. Les enseignants restent également disponibles pour répondre aux questions sur les leçons encore mal comprises. Toujours un reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal sur les images d'Yves Janel. Chaque instant compte en cette dernière semaine avant le baccalauréat. Dans cet établissement, les candidats entrent dans la phase intensive des révisions. Ils suivent attentivement les explications et n'hésitent pas à poser des questions lorsqu'un point n'est pas clair. Malgré cela, l'appréhension reste présente à l'approche de cette échéance importante. Au-delà des dernières consignes et du renforcement des acquis, les enseignants prodiguent également d'autres conseils aux élèves, notamment bien manger et dormir tôt. Dans cet établissement, les révisions intensives se poursuivent jusqu'à vendredi. La distribution des convocations est prévue le samedi. Au total, 39 candidats de cet établissement se présenteront au baccalauréat en série A1 et A2.
À l'échelle nationale, 233 538 candidats, toutes séries confondues, composeront cette année. Dans l'actualité économique de ce soir, les réservations de voitures de location sont déjà nombreuses en cette période de vacances. Le tarif dépend toutefois de la taille du véhicule selon les loueurs. Dans ce reportage de Road Ramananzatouf et Daranjanso. Les réservations de voitures de location ont augmenté après la fin des examens officiels. Pour ce chauffeur, certains clients ont déjà effectué des réservations jusqu'au mois d'octobre. Selon ses explications, le prix dépend de la taille du véhicule, de la distance à parcourir, ainsi que du nombre de jours d'utilisation. Des mesures sont déjà prises afin de protéger les véhicules et les chauffeurs face aux risques liés aux éventuels malfaiteurs voleurs de voitures. Les réservations ne sont pas seulement effectuées par les vacanciers qui quittent la capitale, mais aussi par ceux venant des régions pour passer leurs vacances dans la capitale. Page sportive, la France affrontera l'Espagne tandis que l'Argentine croisera le fer avec l'Angleterre. Voici le programme des demi-finales de la Coupe du Monde de football qui décrochera son billet pour la finale. Les détails dans ce reportage. Il ne reste plus que 2 matchs pour déterminer les finalistes de la Coupe du Monde de football. Le mardi 14 juillet à 22h heure de Madagascar, la France et l'Espagne ouvriront les demi-finales au Dallas Stadium. Le lendemain, mercredi 15 juillet à la même heure, l'Angleterre et l'Argentine s'affronteront à l'Atlanta Stadium. Les Français disputeront leur 4e demi-finale en 20 ans. Depuis le début de la compétition, les Bleus font partie des favoris grâce à la qualité de leurs stars, mais surtout à la solidité de leur défense. De son côté, l'Espagne est la dernière championne d'Europe et restée réputée pour sa maîtrise du ballon ou possession. La Roya tente de retrouver le sommet du football mondial, 16 ans après son premier sacre en Coupe du Monde en 2010. L'Espagne et la France se sont déjà affrontées à plusieurs reprises ces dernières années, notamment lors de la finale de l'UEFA Nations League 2021 et de la demi-finale de l'Euro 2024. Lors de leurs 10 derniers duels, l'Espagne s'est imposée cette fois contre 2 victoires pour la France. 2 affiches, l'Argentine à l'Angleterre, l'un des duels les plus chargés d'histoire, et surtout présenté comme un grand classique du football. Impossible d'oublier le mondial 1986 marqué par la main de Dieu et le but du siècle de Diego Maradona contre les Trillions. Pour Lionel Messi, cette rencontre sera sa première face à l'Angleterre avec l'équipe nationale. De l'autre côté, Harry Kane a déjà annoncé qu'il donnerait tout pour porter haut les couleurs de son pays. Pour la première fois depuis 36 ans, c'est-à-dire depuis le mondial 1990, l'Argentine, la France, l'Espagne et l'Angleterre se retrouvent ensemble dans le dernier carré. Ces 4 nations composeront le top 4 du dernier classement FIFA. 2 billets sont en jeu. Qui poursuivra son rêve? Qui restera aux portes de la finale? Restons toujours en France, dans les actualités internationales. Quelques 32 000 hectares ont été parcourus par le feu depuis le début de l'année en France, soit plus que durant toute la saison 2025 des incendies, a indiqué le ministre de l'Intérieur français. France 24. Une épaisse colonne de fumée enveloppe la côte bretonne ce matin. Au Cap Fréhel, depuis hier soir, le feu ne cesse de gagner du terrain. Les flammes ont dévoré plus de 23 hectares de landes, malgré l'action des pompiers et des agriculteurs venus proposer leur aide. Cet habitant, armé de simples bidons d'eau, tente d'éviter des reprises de feu. Ça brûle sans le voir, et quand on voit des petites fumées, on met de l'eau un peu dessus, parce qu'on ne va pas faire venir les pompiers pour ça. Loin des flammes, ces touristes ont été évacués de leur camping hier soir. 150 sinistrés qui ont passé la nuit dans cette salle des fêtes, soulagés d'être à l'abri. On attend de retrouver nos caravanes, si on peut les retrouver. Il n'y a pas de victimes, donc c'est déjà très bien, je crois. Hier, ce sont 250 incendies qui ont embrasé une large partie du pays. Ici dans la Vienne, une centaine de pompiers a lutté une partie de la nuit. Plus de 56 hectares de forêt sont partis en fumée. À Saint-Victurnien, près de Limoges, les flammes ont détruit une habitation et une grange. Son propriétaire a dû fuir au dernier moment. Je suis sorti et j'ai vu qu'il y avait déjà les flammes qui étaient au portail de la grange. On encaisse le choc. Sa voisine, qui a vu son champ brûler, est aujourd'hui bouleversée. Je pensais que le feu n'allait
Au départ, il était petit. Le problème, c'est qu'il y a du vent, et puis il est passé par-dessus le mur, et puis il a tout brûlé, quoi. Depuis le début de la saison des feux, plus de 32 000 hectares ont brûlé en France, déjà plus qu'en 2025. Nous sommes réunis pour affirmer que la mémoire d'une nation ne peut être divisée selon la race, a déclaré le chef de l'État dans un discours à l'occasion du 110e anniversaire de la bataille du bois d'Elleville de juillet 1916, dans laquelle des centaines de soldats de la première brigade d'infanterie sud-africaine furent tués. France 24. Un hommage pour clôturer une visite officielle de 3 jours en France. Dimanche, le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est rendu dans la Somme au nord de la France pour commémorer les 110 ans de la bataille du bois d'Elleville pendant la Première Guerre mondiale. En juillet 1916, des soldats sud-africains avaient été envoyés pour la première fois sur le front occidental avec de lourdes pertes. Les hommes du bois d'Elleville ont enduré ce que peu d'êtres humains devraient jamais être appelés à endurer. Leur sacrifice mérite la gratitude éternelle de notre pays et en vérité de la France également. Le chef d'État sud-africain en a profité pour rappeler l'engagement de son pays pour la paix dans un contexte international marqué par de nombreux conflits. En tant que Sud-Africains, nous devons rester déterminés à rechercher la résolution pacifique des conflits. Et nous sommes, en tant que nation, résolus à promouvoir la paix entre les nations du monde. Nous devons défendre et nous défendrons les principes du droit international. Plus tôt, vendredi, Emmanuel Macron avait reçu son homologue à l'Élysée pour un dîner officiel. Aucun discours, mais quelques éléments transmis par des sources diplomatiques pour témoigner de la bonne entente entre les deux hommes. Les présidents français Emmanuel Macron et sud-africain Cyril Ramaphosa ont constaté une grande convergence de vues sur les crises au Moyen-Orient et en République démocratique du Congo lors de leurs entretiens vendredi à l'Élysée. Les deux présidents sont aussi d'accord sur la nécessité d'encourager les efforts régionaux pour la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs où l'Afrique du Sud joue un rôle de stabilisation. Cette visite permet à la France d'effacer les tensions après la non-invitation de Cyril Ramaphosa au sommet du G7 à Évian en juin. Il affirmait que son absence était liée aux pressions de Donald Trump, ce que nie l'Élysée. Le président sud-africain s'est aussi offert un répit politique en France, dans un contexte intérieur très tendu. De violentes manifestations anti-étrangers secouent l'Afrique du Sud depuis des semaines. Après l'Afrique du Sud et la France partant en Israël, Israël justement organisera des élections législatives le 27 octobre prochain, a annoncé le Parlement israélien. Un premier scrutin depuis l'attaque du Hamas en 2023. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a manifesté son intention de briguer un nouveau mandat. France 24. Sa carrière politique a vacillé plus d'une fois. Benyamin Netanyahou, Premier ministre pendant plus de 18 ans, remettra une nouvelle fois son siège et son avenir en jeu aux prochaines élections. Je vais me présenter aux élections et j'ai l'intention de gagner. Pourtant, selon un récent sondage mené par l'Université hébraïque de Jérusalem, seuls 29% de la population continuait en juin de le soutenir à son poste, contre 40% en mars. Ces 3 dernières années, nous avons vu une combinaison catastrophique d'amateurisme, d'arrogance, de lecture déformée de la réalité, de préférence absolue pour le politique au détriment du diplomatique. Et le résultat est un désastre total. Impliqué dans plusieurs affaires de corruption, Benyamin Netanyahou essuie aussi les critiques depuis les attaques sanglantes du 7 octobre 2023, brisant l'image de Monsieur Sécurité qu'il avait construite pendant des décennies. Mais lui revendique des succès militaires face aux ennemis d'Israël. Depuis le terrible massacre de l'attaque du 7 octobre, nous avons renversé la situation. Nous avons frappé nos agresseurs de Gaza au Yémen, du Liban à l'Iran. Nous nous sommes débarrassés d'un danger existentiel immédiat. Véritable maître en survie politique, réussira-t-il à nouveau à rassembler autour de lui ? Celui qui est surnommé le magicien pour sa capacité à retourner les situations ne pourrait actuellement pas former de coalition de gouvernement, selon les dernières enquêtes d'opinion.
Mesdames et messieurs, Viva Info en version française est à son terme. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Nous vous souhaitons également une très bonne soirée et une bonne suite de programmes sur Viva. Au revoir.